Élèves de première S, bonjour. Voici une nouvelle leçon de physique nucléaire, la courbe d'Aston. Dans cette leçon, nous reverrons toutes ces notions qui figurent dans le BO. Stabilité du noyau, fission et fusion, loi de conservation, et nous concentrerons surtout notre attention sur l'aspect énergétique. Toutefois, aucune compétence attendue ne correspond à ce que nous abordons dans cette leçon, qui est donc hors programme. Il faut donc considérer celle-ci comme un approfondissement pour ceux qui s'intéressent à la physique et veulent en savoir plus. Considérons un noyau atomique contenant par exemple A égale 6 nucléons. Nous définissons le système comme l'ensemble des 6 nucléons. Envisageons alors de séparer les nucléons un à un. Il faut dépenser une énergie considérable E1 pour extraire le premier nucléon, puis encore une énergie énorme E2 pour le suivant. Et ainsi de suite, on dépense des énergies extrêmement grandes E3, E4, E5 pour extraire les nucléons suivants. Comme le dernier nucléon est seul, il n'y a plus d'énergie à dépenser pour le séparer de quoi que ce soit, et nous notons E6 égale 0. Le système, dans l'état final, est constitué de 6 nucléons dispersés, alors qu'il était constitué de 6 nucléons groupés sous forme d'un noyau dans l'état initial. Pour passer de l'état initial à l'état final, il a fallu dépenser une énergie totale E tot, valant donc E1 plus E2 plus E3 plus E4 plus E5 plus E6 égale somme des EJ pour J variant de 1 à 6. Cette énergie totale qu'il a fallu fournir au noyau pour le dissocier en ces nucléons est par définition l'énergie de liaison que nous notons EL. Dans le cas général où A prend une valeur quelconque et non plus forcément 6, on a EL égale E tot égale somme des EJ pour J variant de 1 à A. Même si nous gardons le schéma avec A égale 6, nous envisageons le cas général où le nombre de masse A est quelconque. Faisons un peu de place. Nous avons déjà vu que le système des nucléons dispersés contient plus d'énergie que le noyau, ou, comme nous l'avons vu dans une leçon précédente, également plus de masse puisqu'il y a équivalence entre masse et énergie. Nous traçons donc un axe des énergies du système orienté vers le haut. Comme nous n'allons nous intéresser qu'à des variations d'énergie du système, le choix de l'origine des énergies est sans conséquence et nous décidons arbitrairement de prendre l'origine quand le système est dans l'état final. Donc EF égale 0 quand les nucléons sont dispersés. L'énergie du système dans l'état initial, EI, est donc négative et vaut EI égale moins E liaison égale moins EL. En effet, la variation d'énergie du système, delta E, égale EF moins EI, égale 0 moins EL, vaut donc EL positive. Le système a donc reçu l'énergie EL, l'énergie dépensée pour séparer les nucléons. Celle-ci est emmagasinée dans le système, dans l'état final, sous forme de masse. Considérons à nouveau le système constitué de 6 nucléons groupés en un noyau. Lorsque nous séparons les nucléons un à un, nous ne dépensons généralement pas la même énergie à chaque fois. Nous introduisons alors une nouvelle grandeur très utile, l'énergie de liaison moyenne par nucléon, égale à la somme des 6 énergies divisée par le nombre de nucléons 6. Le numérateur de cette expression est l'énergie de liaison EL par définition. Nous pouvons généraliser à un noyau contenant un nombre de nucléons quelconque A. Les énergies successives E1, E2, EJ, EK jusqu'à EA sont généralement différentes. L'énergie de liaison moyenne par nucléon est égale à EL divisé par A, soit somme des EJ pour J variant de 1 à A, le tout divisé par A. Il n'y a pas de notation spéciale pour cette grandeur, nous écrivons simplement EL sur A. Nous avons appelé état final l'état des nucléons dispersés et état initial celui où les nucléons forment un noyau. Mais
Si l'on veut généraliser, nous devons abandonner cette distinction puisqu'on peut envisager la transformation inverse où les nucléons dispersés, état initial, se rassemblent en un noyau, état final. Lorsque le système est dans l'état de nucléons dispersés, nous continuons de choisir arbitrairement nulle son énergie que nous notons E indice nucléon, sous-entendu dispersé. Lorsque le système est constitué des nucléons groupés, son énergie, notée E indice noyau, est négative et vaut moins EL. Considérons le système constitué de A égale 6 nucléons groupés. Ajoutons le diagramme d'énergie du système tel que nous venons de le définir et intéressons-nous maintenant à l'énergie du système par nucléon. Alors, en ordonnée, au lieu de E, nous aurons E sur A. De même pour l'énergie par nucléon des nucléons dispersés qui reste nulle. Et l'énergie du noyau par nucléon donc divisé par A égale 6 pour ce noyau. Puisque l'énergie de liaison dépend du nombre de nucléons dans le noyau, nous précisons qu'il s'agit du noyau à 6 nucléons en mettant un petit indice 6. De même, le noyau constitué de A égale 12 nucléons a une énergie par nucléon égale à E noyau 12 sur 12 égale moins E liaison 12 divisé par 12. Et même chose pour un noyau quelconque, par exemple ici A égale 20. Désormais, pour simplifier la représentation du noyau, celui-ci sera représenté simplement par une sphère bleu cyan dont la taille augmentera avec le nombre de nucléons. Ce que nous venons de faire avec 3 noyaux contenant A égale 6, 12 ou 20 nucléons, nous pouvons l'envisager pour toutes les valeurs de A allant de 1 à 240 en abscisse. En ordonnée, nous avons toujours l'énergie par nucléon du système constitué de A nucléons, mais nous précisons les valeurs numériques en MeV par nucléon. Il n'est pas possible de représenter tous les nucléides, ils sont beaucoup trop nombreux, seuls quelques-uns choisis parmi les plus abondants vont apparaître. Voilà le minuscule noyau 1H constitué de A égale un seul nucléon, un proton, et dont l'énergie par nucléon est nulle puisque le nucléon est tout seul. Pour l'isotope 2H, un proton, un neutron, l'énergie par nucléon est moins grande. Avec une énergie par nucléon qui diminue à nouveau, voici 2 noyaux contenant tous deux A égale 3 nucléons. Comme les énergies sont légèrement différentes, on en déduit que la nature des nucléons constituant le noyau, un proton, 2 neutrons pour l'un et 2 protons, 1 neutron pour l'autre, a une petite influence. L'énergie par nucléon de l'hélium 4 diminue énormément pour atteindre une valeur très basse. Cette énergie remonte ensuite jusqu'au lithium 6 et, pour des noyaux toujours plus gros, l'énergie par nucléon continue de diminuer, plus lentement toutefois, jusqu'au fer. Signalons dès maintenant, et c'est une loi générale en physique, qu'un système est d'autant plus stable que son énergie est faible. Noyau stable signifie que le noyau reste longtemps dans son état car il est très difficile, autrement dit, il faut beaucoup d'énergie pour lui enlever ou lui rajouter des nucléons. Le noyau de fer 56, qui a l'énergie par nucléon la plus faible de toutes, est donc le nucléide le plus stable de la classification. Après le fer, les noyaux plus gros ont donc des énergies par nucléon qui augmentent. Nous pouvons maintenant construire le graphe énergie par nucléon du système de A nucléon en fonction du nombre de masses A, c'est-à-dire la courbe d'Aston. En le noyau d'hélium 4, vous avez peut-être reconnu la particule alpha, dont nous avions déjà mentionné la très grande stabilité dans une précédente leçon. Ainsi, nous comprenons un peu mieux la valeur très basse de l'énergie par nucléon de ce noyau qui apparaît comme une anomalie puisqu'on l'attendait plutôt ici. Toujours à gauche du fer, du côté des petits noyaux, nous remarquons une certaine stabilité des isotopes carbone 12 et oxygène 16.
On observe également une diminution toujours plus lente de l'énergie par nucléon. On peut avoir une intuition du phénomène si l'on songe que quand on rajoute un nucléon à un noyau en contenant très peu, par exemple 2, on modifie beaucoup le noyau en passant de 2 à 3 nucléons, beaucoup plus que quand on passe de 54 à 55 par exemple. À droite du fer, du côté des noyaux lourds, l'énergie par nucléon augmente régulièrement. Le processus, qui consiste à casser des noyaux lourds pour en faire des plus petits, est appelé fission nucléaire. La fission nucléaire fournit beaucoup d'énergie. C'est elle qui est mise à profit dans les centrales nucléaires du monde entier. Sur la photo, vous voyez la centrale de Gravelines dans le nord de la France. C'est la centrale la plus puissante du pays avec ses 6 réacteurs de 900 MW chacun. Le processus qui consiste à lier entre eux des noyaux légers pour en faire des plus lourds est appelé fusion nucléaire. La fusion nucléaire n'est pas utilisée sur Terre car malgré les recherches en cours, on ne sait pas la contrôler. Nous ne savons pas contrôler la fusion nucléaire. Mais les étoiles, elles, savent. Toutes les étoiles sont de gigantesques centrales nucléaires exploitant la fusion. Considérons une des réactions de fission nucléaire possibles dans le réacteur d'une centrale. Cette fission fournit environ 200 mégaélectronvolts. Voyons si nous pouvons retrouver cette valeur à l'aide de la courbe d'Aston. Nous définissons le système comme l'ensemble des 236 nucléons. Dans l'état initial, les nucléons se répartissent en un noyau d'uranium contenant 235 nucléons et un neutron seul. Dans l'état final, en 2 noyaux de 140 et 94 nucléons et 2 neutrons séparés. La variation d'énergie du système, delta E, est égale à l'énergie finale moins l'énergie initiale, c'est-à-dire énergie finale, énergie du noyau de xénon, plus celle du noyau de strontium, plus celle des 2 neutrons, moins énergie initiale, énergie du noyau d'uranium et du neutron. L'énergie du neutron seul est nulle, ainsi que l'énergie des 2 neutrons dissociés. Nous pouvons alors supprimer ces termes dans nos calculs. Faisons l'application numérique. Delta E égale énergie du xénon 140, que nous lisons sur la courbe d'Aston, soit moins 8,35 MeV par nucléon multiplié par 140 le nombre de nucléons, plus la même chose pour le noyau de strontium 94, moins 8,65 multiplié par 94, moins l'énergie du noyau d'uranium, moins 7,6 multiplié par 235. On trouve moins 196 MeV, ce qui est très proche de moins 200 MeV. La variation d'énergie du système étant négative, celui-ci a donc perdu de l'énergie, précisément celle qu'il a fournie à l'extérieur, c'est-à-dire à l'entreprise qui exploite le réacteur nucléaire. Terminons par l'étude de l'une des réactions de fusion nucléaire qui peuvent se dérouler à l'intérieur des étoiles. 2 noyaux d'hélium 3 fusionnent pour donner un noyau d'hélium 4 et 2 protons. Cette réaction fournit environ 12,9 MeV. Si vous pensez que c'est peu par rapport aux 200 MeV précédents, n'oubliez pas de comparer aussi le nombre de nucléons mis en jeu. 236 pour obtenir 200 MeV et ici seulement 6 pour obtenir 13 MeV. Nous nous proposons de retrouver cette valeur de 12,9 MeV en utilisant la courbe d'Aston. Nous définissons le système comme l'ensemble des 6 nucléons. Dans l'état initial, les 6 nucléons sont répartis en 2 noyaux d'hélium 3 et, dans l'état final, en un noyau d'hélium 4 et 2 protons. La variation d'énergie delta E du système, énergie finale moins énergie initiale, est égale à l'énergie du noyau d'hélium 4 plus 2 fois l'énergie du proton moins 2 fois l'énergie du noyau d'hélium 3. Les 2 protons étant dispersés, leur énergie est nulle et nous pouvons simplifier l'écriture. Faisons l'application numérique. Delta E égale pour l'hélium 4 moins 7,1 multiplié par 4, moins 2 fois, moins 2,6 multiplié par 3, l'énergie du noyau d'hélium 3.
On trouve moins 12,8 MeV, ce qui est très proche de la valeur attendue, moins 12,9. La variation d'énergie est négative, le système et donc par voie de conséquence l'étoile a donc perdu de l'énergie, énergie fournie à l'extérieur, c'est-à-dire au reste de l'univers. La leçon est terminée, à bientôt!